C'est vendredi, c'est le podcast AWS en français. Aujourd'hui, on parle d'architecture multi-cloud. Ne quittez pas, on vous explique tout ça. Le podcast AWS en français. Sébastien Stormac. C'est tous les vendredis matins dans toutes les bonnes applications de podcast, sur YouTube également, sur le web, Apple, Deezer, Amazon Music et les autres, le podcast AWS en français, avec nos invités tous les vendredis matins qui nous font des retours d'expérience avec des voix que vous avez déjà entendues cette semaine dans le podcast, que vous avez déjà entendues dans plusieurs autres épisodes, puisque j'ai le plaisir d'accueillir Ladies First, Chris Le Gall, tu es Cloud Architect, et Jules Mermet-Husson, tu es également Cloud Architect. Vous êtes tous les deux chez Atem. On va parler, j'espère que je prononce bien, on dit Atem comme ça avec un E. Oui, Atem. c'est ça. On va parler d'architecture multi-cloud parce que vous avez le privilège dans votre job de déployer la même application sur tantôt Google, tantôt Azure, tantôt AWS. Ça c'est encore facile, mais je vais vous laisser expliquer, mais aussi Alibaba Cloud, Oracle Cloud et d'autres, ou on-prem, et donc ça impose des choix techniques. Pour comprendre pourquoi vous avez cette contrainte, vous venez d'où? Enfin, c'est quoi Atem? C'est quoi vos services, vos produits pour vos clients? Donc bonjour Sébastien, bonjour à toutes et à tous. Donc Atem, c'est une entreprise française qui développe des logiciels donc pour les opérateurs télécoms et les chaînes de télévision. On a des solutions donc, qui permettent d'encoder la vidéo, mais aussi de la distribuer, que ce soit donc sur des canaux assez classiques, donc via satellite ou via la TNT par exemple, ou aussi via Internet. Et on a des applications aussi qui permettent donc d'ajouter, de donner de la valeur ajoutée, comme par exemple de la monétisation de contenu ou du recording de contenu. On a eu l'occasion d'ailleurs de parler de l'application de recording dans le podcast dans le passé. Et donc, ces logiciels et ces solutions, elles sont déployées chez nos clients ou via une solution SaaS. Et quand on les déploie chez nos clients, c'est soit on-prem ou dans le compte cloud de nos clients. Et donc, c'est pour ça qu'on a du coup une diversité de cloud, du fait que le client va nous apporter finalement son fournisseur de cloud et nous, on va venir apposer notre solution sur son infrastructure. Oui, le SaaS, c'est encore le côté facile. De nouveau, je prends des guillemets, excusez-moi pour faire ce raccourci, mais je veux dire, vous contrôlez l'environnement, c'est votre environnement, tandis que quand vous devez déployer chez le client, ben vous êtes dans la jungle, dans la nature du client, soit de ces data centers on-prem, soit dans un cloud que lui vous impose d'une certaine façon. On peut prendre un exemple concret d'une application, peut-être d'un client, si vous pouvez le citer, qui est ainsi pensé pour être multi-cloud. Quand je dis concret, c'est une application qui fait quoi? Ça a été utilisé dans quel contexte? Juste pour qu'on se rende compte du type d'application dont on parle. Oui, bonjour à tous. Effectivement, donc un des cas concrets, ça va être une application qui peut faire du streaming live, donc de l'événement d'un sport par exemple. On peut penser à un peu tous les sports qu'on veut. Et en fait, on a un client effectivement qui a choisi un cloud provider principal et un deuxième cloud provider au cas où il y ait finalement un incident sur le premier. Donc, voilà. Vous ne voyez pas, c'est un podcast audio, mais je suis en train de hausser les sourcils. Ça veut dire ils ont l'application déployée 2 fois sur deux clouds avec un système de failover plus ou moins automatique. On peut en parler après. C'est ça. Sur 2 cloud providers. Alors, c'est déjà suffisamment compliqué de déployer une application sur un cloud provider, que ce soit AWS ou les autres. C'est votre métier, vous connaissez bien AWS, vous êtes partenaire AWS. Quels sont les challenges qui apparaissent quand on doit déployer la même application sur plusieurs cloud providers? Alors, au début, en fait, on s'est dit, comme on doit travailler avec plusieurs cloud providers, on va essayer de faire une architecture la plus agnostique possible à tous les cloud providers. Donc, on a commencé par faire ça il y a quelques années. Et en fait, on s'est rendu compte qu'en optant pour cette stratégie, finalement, on n'utilisait pas le meilleur de chaque cloud provider. Donc, on avait tendance à niveler un peu par le bas pour avoir une structure commune. Alors que ce qu'on a fini par faire, c'est de se dire, on prend le cloud provider, on prend toutes les bonnes pratiques, on crée notre architecture de référence basée sur ces bonnes pratiques de chacun des cloud providers. Et comme ça, alors par contre, on n'est plus effectivement complètement agnostique au niveau de l'infra. Mais en fait, ça nous permet d'avoir quand même le meilleur de chacun des cloud providers avec les bonnes précaux. En fait, on arrive à quand même à apporter l'agnosticité, je ne sais même pas si ça se dit,
via Kubernetes. C'est notre point commun en fait pour toutes nos infras. Alors, t'as dit plein de choses là, on va zoomer dans les détails parce que finalement, ce que tu viens de dire, c'est la trame de la conversation à venir et c'est très bien, ça fait un bon résumé. Donc, au commencement, au début, il y avait l'agnosticité, pour reprendre ton adjectif, donc une architecture la plus neutre possible. Mais ça veut dire quoi, une archi la plus neutre possible? Ça veut dire des virtual machines et basta, on déploie dans des virtual machines. Mais après, j'ai plein de questions à côté. Il y a la gestion des permissions, des droits, ça c'est forcément différent. Ça ressemble à quoi une architecture agnostique? Ben, en effet, c'est d'utiliser donc des virtual machines. Faut dire que donc cette évolution d'une architecture qui était agnostique vers quelque chose qui est de plus en plus adapté à chacun des clouds, ça suit aussi l'évolution de nos applications. Au début, on a fait un petit peu comme tout le monde, on a fait du lift and shift et du coup, on avait des applications qui étaient finalement pas assez simples d'un point de vue déploiement, qui n'interagissaient pas trop avec l'environnement du cloud. Donc, c'est ce qui facilitait aussi c'est ce qui nous permettait d'être agnostique, c'est qu'on avait donc finalement juste un conteneur tout simple déployé sur une virtual machine et finalement on n'avait pas besoin d'interagir avec l'environnement qui était autour. Mais après, en effet, il y a quand même au niveau des droits des spécificités pour chacun des clouds, ça a été adressé dès le début. Mais en tout cas, notre structure et l'élément principal qui est la partie compute était quelque chose de très très simple et qui était réplicable sur chacun des clouds. Ah, il faut dire qu'Atem est une société qui a suffisamment d'expérience et de recul pour avoir commencé avant l'époque du cloud. Et donc, votre application, au début, n'était pas cloud native, forcément. Le cloud n'existait pas. Et donc, comme tu disais, vous vous retrouvez avec une VM, un container ou quelques containers. Juste pour connaître le périmètre, il y a aussi de la base de données, du réseau, du CDN, des choses comme ça. On parle de combien de briques à déployer. On est toujours dans cette phase initiale agnostique. Donc au niveau de la base de données, donc elle est embeddée dans les produits et d'autant plus au début quand on a migré dans le cloud, donc on avait un seul conteneur où il y avait tout dedans. Donc que ce soit le front-end, la base de données et la partie processing quand on parle par exemple d'encodage vidéo. Donc tout ça a été entièrement implémenté dans le conteneur et on n'avait pas forcément d'interaction avec des services managés ou des éléments comme ça. Et après, au niveau réseau, donc nos applications, elles ont des besoins qui sont assez importants au niveau réseau parce que bien sûr, délivrer J'imagine, ouais. du streaming, ça, on arrive très rapidement dans des débits qui sont assez importants. Et donc là, bah, on s'est interfacé avec le service de CDN, donc bah, CloudFront dans le cas d'AWS. Mais là, encore une fois, au début, c'était vraiment une intégration assez simple. Et la gestion de la redondance s'est améliorée au fur et à mesure du temps, justement, parce que dès qu'on veut rentrer dans la gestion de la redondance ou des choses comme ça demande obligatoirement d'améliorer et de fine-tuner un petit peu l'architecture pour être sûr qu'on prend en compte tous les cas possibles. Donc un bon gros monolithe traditionnel qu'il faut après un certain temps dépecer et, et transformer. Alors parlons de cette transformation justement. Les challenges de ce monolithe, ben j'imagine bien si c'est un container dans une VM, il y a des challenges de disponibilité, de scalabilité. Comment vous avez commencé cette migration? Je suppose que vous l'avez fait pour un cloud provider d'abord et puis les autres. Parce qu'on parle de deux migrations en même temps. D'un côté, si je comprends bien, c'est transformer un monolithe en quelque chose de plus agile, de plus modulaire, et puis en plus l'adapter à plusieurs cloud providers. Donc c'est deux sujets peut-être en parallèle, mais différents. C'est là où on a beaucoup travaillé avec nos équipes de R&D. En fait, nos solutions, elles sont basées sur des produits qui sont faits par les développeurs à la R&D. Et à côté de ça, on a aussi une équipe d'architectes à la R&D. Donc nous, on est des architectes, mais côté solution. Donc on est face aux clients, on comprend leurs besoins, on va construire la solution adaptée aux clients. Et on a aussi des architectes côté R&D dont le métier, ça va être plus d'être sûr que les produits sont bien adaptés à l'infrastructure. Donc on travaille très très étroitement avec cette équipe à la R&D. Donc ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu effectivement comme tu disais, c'est vraiment deux étapes en même temps. Il y a eu ce passage finalement du monolithique vers le cloud native. Et en même temps, de regarder côté infrastructure. Donc, nous, on a quand même une grosse partie de nos clients qui est on-prem d'un point de vue historique, qui a des data centers. Donc, il fallait fournir aussi tous les outils pour déployer du Kubernetes on-prem. Donc, il fallait s'assurer que nos produits allaient bien fonctionner on-prem et aussi dans différents cloud providers.
Donc, comme c'est exactement ce que tu disais, hein, c'est une première migration, enfin, c'est 2 migrations en parallèle, mais avec des équipes un petit peu différentes. Et la colle était faite à la R&D par les architectes de R&D, de s'assurer que nos produits étaient bien microservicés et en même temps gérer le côté infrastructure avec toutes les complexités qu'il peut y avoir quand on est on-prem, qui sont plus complexes que quand on est dans un cloud. Mais ça, c'est mon avis en tant qu'archi-cloud. On va y revenir, mais effectivement, il y a un changement qui doit être fait par les développeurs de l'application, au sens large du mot développeur, les architectes, etc. La containerisation, la microservisation, peu importe comment on l'appelle, mais le découpage de cette application. Et puis vous apportez, dans votre équipe, votre rôle, c'est d'apporter, de déployer cette solution chez les clients. Et là aussi, vous devez vous adapter. Donc, voilà, on a lâché le mot plusieurs fois déjà, Kubernetes. Tadam. Pourquoi? Comment? C'est de plus en plus enfin, c'est ce que je vois autour de moi et chez les clients, c'est la lingua franca, la base commune, l'OS du cloud. Ouais, c'est vraiment ça. On parlait tout à l'heure que tout était différent dans chacun des cloud providers et on-prem, mais finalement, la couche qui nous permet, enfin, sur laquelle on va s'appuyer pour un peu masquer ce qu'il y a en dessous, la complexité de l'infrastructure en dessous, ça va être Kubernetes. On va déployer du coup avec les mêmes lignes de commande, la même façon dans n'importe quel Kubernetes, qu'il soit on-prem, qu'il soit managé dans AWS, dans GCP, dans Azure ou dans n'importe quoi d'autre. Enfin, on va le déployer de la même manière. Donc c'est vraiment ça, vous demandez à vos clients de vous fournir N machines avec un cube dessus, et puis finalement, le déploiement, c'est de déployer une application cube, peu importe où se trouve ce Kubernetes. C'est ça. Et en fait, on a même, donc nos équipes de DevOps ont même fait un outil qui permet d'installer un Kubernetes complètement vanilla, mais un peu optimisé quand même pour le monde de la vidéo, quand c'est on-prem. Donc ça permet vraiment d'optimiser le côté réseau, parce qu'on a des débits qui sont très très importants. Donc ça va un petit peu plus loin que juste de demander à notre client de fournir du Kubernetes. Et le Kubernetes, c'est à peu près le même partout. Aujourd'hui, si on prend Microsoft, Google, AWS, Alibaba, Oracle Cloud, et je ne sais plus lesquels vous avez cités encore, Akamai, Huawei. Ça commence à faire beaucoup plus on-prem. Comment vous faites avec les différences? Parce que je ne vais pas poser la question, est-ce qu'il y a des différences? Oui, forcément, ils sont pas tous à la même version en même temps, dans toutes les régions. Donc, comment ça se passe? Au niveau Kubernetes, ça va être toujours à peu près les mêmes fonctionnalités parce qu'ils se basent quand même sur la release open source. Donc, il n'y a pas tellement de grosses différences à ce niveau-là. Là où on va rencontrer des différences, par contre, c'est au niveau réseau. C'est donc la gestion du CNI dans chacun des clouds, plus au niveau de l'exposition des services. Donc, dès qu'on parle de load balancer, c'est là où il y aura des annotations qui vont en fait différer sur chacun des services qu'on va pouvoir avoir dans nos applications. Mais sinon, le Kubernetes en tant que tel reste assez identique. Après, en effet, le gros challenge, et tu l'as mentionné, c'est les versions. Parce que chaque cloud n'avance pas à la même vitesse, ne supporte pas les versions durant la même durée. Donc ça, c'est un vrai challenge de garder des versions qui sont compatibles sur tous les clouds, ou en tout cas avoir la flexibilité pour être sûr qu'on a toujours une version qui est compatible avec nos applications. Et c'est pas un bloqueur pour utiliser des services managés? Qu'est-ce que vous utilisez? Les services managés Kubernetes quand il y en a, ou vous installez Kube vous-même à l'arrache sur des virtual machines? Non, on utilise des services managés. Dès qu'on est dans un cloud public et qu'il y a un service managé qui fonctionne correctement, on l'utilise parce que ça nous permet quand même de ne pas avoir à gérer justement ce service-là, de pouvoir aussi faciliter tout ce qui est upgrade, patch de sécurité, etc. Donc voilà, on utilise des services managés pour ça dès qu'ils sont disponibles dans le cloud. Je suppose que vous essayez de déployer le plus automatiquement possible. Donc, quel est l'output de votre équipe? Est-ce que vous écrivez des scripts spécifiques pour chaque cloud provider ou des recettes, dire voilà comment on déploie sur Oracle, voilà comment on déploie sur AWS? Est-ce que vous arrivez à maintenir ces recettes dans le temps? Oui, on utilise effectivement de l'automatisation. On utilise des scripts Terraform. Après, dans notre équipe d'archi, en fait, c'est pas nous qui faisons les scripts Terraform. On va définir avec l'équipe d'architecture de la R&D
l'architecture de référence qu'on veut avoir pour ce cloud provider-là, on va alimenter tout ça, on va travailler ensemble. Et derrière, l'industrialisation des scripts, c'est l'équipe DevOps chez nous qui fait ça, qui a beaucoup plus l'habitude de faire du Terraform que nous, même si on peut donner des petits coups de main voilà, sur des clouds un peu plus nouveaux qu'eux ne connaissent pas encore pour débroussailler. Donc je pense que Jules, c'est toi qui avais dû faire la première version de notre stack AWS il y a quelques années, avant que ça passe dans les mains de DevOps pour l'industrialisation, pour remettre un peu tout ça d'équerre. Donc nous, notre équipe, ce qu'elle va délivrer, ça va plus être effectivement les bonnes pratiques, comment installer, les prérequis, de quoi il faut discuter avec le client, les petits points un petit peu sensibles sur le réseau, par exemple, sur la sécurité de chacun des cloud providers, de leur infrastructure à eux, parce que même au sein d'AWS, tous n'ont pas la même implémentation de leur organisation. Pas avec les mêmes SCP, pas avec les mêmes policies. Et donc, c'est vrai qu'il y a, même au sein d'un seul cloud provider, il y a pas mal de différences. Donc, nous, notre rôle est beaucoup de supporter l'équipe avant-vente dans la discussion avec les clients en avance de phase pour bien identifier les points un petit peu sensibles, là où il va falloir peut-être intervenir. On a une architecture de référence qui est notre base, mais on est capable aussi de s'adapter aux spécificités de nos clients. Alors vous avez mentionné un point sensible, ou différent en tout cas, et qui doivent attirer l'attention, le réseau, la gestion des permissions des utilisateurs, des droits d'accès. J'imagine tout ce qui est monitoring, remontée d'alerte, de log, etc. Et pour ces composants-là, vous y allez en custom à chaque fois, enfin je veux dire en spécifique pour chaque cloud. On fournit aussi une stack en fait qui est dans notre déploiement, on va dire, avec nos stacks Terraform. On fournit aussi une stack qui permet de faire du Prometheus, Glocky, Grafana. Ce qui nous permet d'avoir, au cas où le client n'ait pas de préférence ou de choses comme ça, nous on arrive déjà avec une première brique. Et après, une brique qui peut être commune et qui peut se déployer à peu près partout. C'est un peu comme Kubernetes, Grafana, Prometheus. Ça peut se déployer sur la plupart des cloud providers, ou voire même on-prem aujourd'hui. Quels sont les principaux challenges à l'exploitation? Parce que comme ça, sur papier, ça a l'air ok, j'ai compris. Vous préparez une architecture de référence, vous faites particulièrement attention aux points spécifiques. On choisit Kubernetes comme brique de base, on terraformise à peu près. Ça a l'air bien comme ça, mais la réalité, je suppose, il y a un gap, il y a des histoires de guerre, de tranchées. Le plus difficile et le plus gros challenge dans l'entreprise, c'est au niveau humain, en fait, c'est de former les gens et être sûr qu'ils soient compétents sur les différents clouds. Parce que c'est facile de dire, allez, on va essayer de déployer l'application sur un nouveau cloud, mais derrière, il faut embarquer, comme le disait Christelle, des équipes d'architecture, les équipes de développement, des produits, etc. Être sûr que les produits sont testés. Donc ça fait beaucoup de monde en fait à former, à faire monter en compétences. Donc à chaque fois, c'est un vrai challenge. Donc déjà en utilisant, comme l'a mentionné Christelle, Terraform, ça nous permet d'avoir un outil commun déjà de déploiement, être sûr que notre déploiement sera automatisé, donc il sera toujours le même, et même si les gens ne maîtrisent pas à 100% le cloud dans lequel ils déploient, tous les éléments qui ont été pensés d'un point de vue sécurité, optimisation des performances, etc., seront là. Et donc on n'oubliera rien lors de la phase de déploiement. Donc voilà, on a essayé de faciliter en fait les différentes phases de déploiement et d'installation de nos applications pour que les gens puissent passer d'un cloud à un autre, même s'ils n'ont pas le même niveau de compétence sur tous, parce que ça sera un secret pour personne. Il n'y a personne chez nous qui ait compétence sur l'ensemble des clouds. Chacun a ses points forts et ses points faibles. Mais c'est un vrai challenge en matière de recrutement, ça, parce que, enfin, comme tu dis, on peut pas être expert de 2 clouds, alors 3, 4, 5, 6 encore moins. Vous recrutez des spécialités, des gens qui vont s'occuper des déploiements Azure et d'autres Oracle et d'autres AWS, avec certains qui doivent faire un peu de tout aussi, garder des généralistes. Enfin, ça marche comment dans l'organisation de l'équipe? C'est encore plus compliqué que ça, parce qu'il faut quand même des compétences médias. Dans notre équipe, c'est que des gens qui étaient déjà là depuis quelques temps, qui sont montés en compétences sur le cloud et qui sont formés progressivement vers le cloud. Donc la première compétence, c'est connaître la technique de streaming de flux vidéo, d'encodage. Ouais, c'est ça. On est tous rentrés chez Athènes dans l'équipe par nos compétences médias. Et après, par affinité, où on s'est mis plusieurs à plus être cloud, dont Jules et moi. Et donc, ce qu'on a fait, c'est qu'effectivement, au début, moi, j'étais
toute seule et il y avait que AWS en cloud provider. Donc, bon, et on s'occupe pas de tous les services d'AWS. Nous, on fait du compute, du stockage, du réseau, principalement. Donc ça, quand même, ça limite beaucoup. Donc c'est plus facile de maîtriser quand il y a 3-4 services que quand il y en a 200 et quelques. Voilà. Donc voilà. Et après, on s'est entendu sur les cloud providers. Donc Jules est rapidement venu en renfort sur AWS, Google, Azure. Et maintenant, on est 3 dans l'équipe, en fait, côté solution customer facing. Et on s'occupe effectivement de cloud un peu moins connu peut-être. Donc effectivement, on parlait d'Akamai tout à l'heure, qui est très très présent dans le monde des médias via le CDN. Et on parlait d'autres clouds comme Oracle, Huawei, Alibaba, qui sont aussi là pour nos clients. Donc il faut qu'on ait ces connaissances-là. Donc comme on le disait, on n'utilise pas tous les services de tous les cloud providers, et heureusement pour nous, parce que déjà c'est pas mal. Mais voilà, c'est sur les services, en fait, on va dire que nous on utilise, on les connaît bien pour les cloud providers principaux. Ouais. Donc c'est compute, c'est le réseau. Le réseau. Un peu de gestion de droit, je suppose, oui, de permission. Ça c'est on peut pas. C'est la base. On est obligé pour tous. Voilà, sécurité, gestion des droits, c'est obligatoire forcément. Mais après, les services effectivement qu'on va utiliser, ça va être compute avec Kubernetes, le stockage quand on fait du cloud DVR, là, les enregistrements dans le cloud. Et donc de ça, vidéo. C'est plutôt du stockage objet sur des S3 ou des équivalents d'S3. Exactement. Et puis, il nous manque lequel? Le network. Et finalement, nous, dans notre consommation, chez nos clients, c'est souvent autant de network que de compute. Autant de network que de compute en termes de coût. De coût. De coût, oui. Et donc l'attention que vous devez donc c'est important y mettre de tout optimiser. Également. Il y a des choses qui sont pas possibles sur certains cloud providers. Je veux pas citer de nom ici, mais dans tous ceux qu'on a cités, vous avez toujours réussi à déployer votre application sans faire des contorsions horribles. Oui, on finit toujours par y arriver. Il faut juste qu'on se mette à fond dans la doc et qu'on arrive à trouver finalement comment le faire dans cet environnement-là. Des fois, c'est très différent d'un cloud à un autre. Des fois, c'est très similaire. Les concepts que moi je connais bien, mais qui sont chez Azure, chez Google aussi, d'infrastructure as code, etc. Ça reste des concepts qu'on trouve partout maintenant, ou parfois vous avez des surprises. Alors, on ne parle pas d'on-prem, évidemment, mais en général, si c'est un cloud, aujourd'hui, on peut scripter, on peut automatiser. Oui, et c'est un des gros avantages à avoir choisi en fait Terraform très rapidement comme outil d'infrastructure as code. C'est qu'il y a vraiment des providers pour l'ensemble des clouds sur lesquels on travaille. Donc on peut très rapidement, après avoir fait une première inspection du cloud, regarder les services qui étaient là, les éléments qu'on allait utiliser pour notre déploiement, scripter le déploiement et pour pouvoir l'automatiser. Ça veut dire aussi ne pas utiliser de service manager. On a parlé des Kubernetes manager éventuellement s'il y en a, mais le plus possible, rester neutre, même si vous optimisez pour certains clouds, pas de RDS, pas de Lambda ou des choses comme ça. En effet, alors pour la base de données, nous on a fait un choix technique qui est donc commun à l'ensemble des clouds. Donc nos applications utilisent beaucoup MongoDB et du coup on utilise MongoDB Atlas, donc qui est un service externe et pour le coup qui est compatible avec plusieurs clouds. Oui, parce que Donc, c'est une voilà. API HTTP à appeler, mais c'est Atlas en mode SaaS ou Atlas déployé sur les clouds, parce qu'ils offrent les deux également. Atlas en mode SaaS. D'accord, oui, donc vu de l'application, c'est juste de nouveau, avec des gros guillemets, un appel HTTP, il n'y a pas de spécificité d'un cloud à l'autre. Est-ce que vous avez dû briefer les développeurs? Vous avez parlé des équipes R&D aussi, qui ont fait ce découpage en containers. Est-ce que eux doivent être au courant d'où leur code va être déployé? Est-ce qu'ils doivent en tenir compte dans leur architecture également? Oui, non, totalement, parce que donc on a des applications donc, qui interagissent quand même avec des services managés. On parlait de S3 tout à l'heure pour le stockage. Donc là, il y a un travail d'intégration qui est obligatoire, et ça a été le même travail avec les autres services de stockage objet des autres cloud providers. Donc là, à chaque fois, on a travaillé avec les équipes des différents clouds pour pouvoir suivre les bonnes pratiques d'implémentation et être sûr qu'on allait pouvoir atteindre le niveau de performance attendu. Et après, on a aussi des applications qui interagissent avec certaines API pour créer par exemple des load balancers ou récupérer des informations sur des machines virtuelles ou des node groups par exemple dans Kubernetes, etc.
Donc il y a quand même des parties de nos applications qui doivent interagir avec des API propriétaires. Donc il y a quand même un travail d'intégration qui doit être fait. Donc à chaque fois, les équipes de développement bah, doivent s'intéresser à l'environnement dans lequel leur application sera déployée et on les accompagne tout au long du process pour être sûr que cette intégration se passe bien. S3, c'est un bon exemple parce qu'effectivement, si une application doit déposer un objet ou aller le rechercher, il faut utiliser l'API S3, même si de plus en plus de nos concurrents font des API, de nouveau, avec des guillemets, compatibles avec S3. Comment est-ce qu'on résiste? C'est une question plutôt pour les développeurs, mais comme j'ai été dans ce genre d'équipe pendant très longtemps, elle me vient à l'esprit. Comment est-ce qu'on résiste à la tentation, à un moment, d'avoir un mec ou quelqu'un, enfin une fille qui dit à un moment, on va écrire une librairie proxy S3 qui offre une API unique pour nos applications, quel que soit le cloud provider, et qui fait le mapping sur le cloud provider, comme ça, on ne doit plus changer le code dans les applications. Mon expérience, c'est en général un piège, ce genre de truc dans lequel on peut tomber relativement facilement. En tout cas, les plus juniors tombent plus facilement. En fait, c'est comme tu disais aussi, ça revient aussi au mode de compatibilité S3 qu'il y a dans les certains cloud providers. C'est tentant au début. Bon, on joue avec, ça marche, mais la plupart du temps. Ça marche la plupart du temps. Quand on essaye, voilà, on écrit un objet, ça fonctionne très bien, il n'y a pas de problème. En revanche, nous, notre usage, c'est quand même d'écrire toutes les 2 secondes. Pour chaque chaîne de télé, on va écrire jusqu'à 10 objets toutes les 2 secondes. Donc, on a un usage très, très intense de S3. Donc là, finalement, si on s'amuse à faire un proxy ou si on s'amuse à utiliser le mode compatibilité, on va complètement exploser les niveaux de performance. On n'arrivera jamais à écrire, j'ai pas des centaines de chaînes de télévision sur S3 en même temps. Donc déjà, pour obtenir le meilleur des performances, comme Jules le disait, on a fait plusieurs meetings avec des experts S3 pour vraiment comprendre comment ça fonctionnait, pour pas écrire tout sur le même préfixe, pour vraiment optimiser toutes ces performances-là, parce qu'on a vraiment un usage très très intense d'S3 au niveau écriture et au niveau lecture derrière, parce qu'on a des centaines et des milliers d'abonnés qui vont aller regarder des contenus qui peuvent être écrits dans le même préfixe. Donc c'est tentant, mais rapidement, on est rappelé à l'ordre par les performances. Mais justement, comment vous faites pour répliquer ça dans d'autres cloud providers? Parce que s'il y a un truc dont AWS peut être fier, c'est S3, sur la taille où le système opère, le nombre de requêtes, enfin, quelle que soit la métrique qu'on observe d'S3, ça dépasse l'entendement en général. Et c'est très difficile à répliquer à grande échelle. Vous êtes des gros consommateurs d'S3. Comment vous faites dans les autres clouds? Déjà, la première chose, c'est qu'on a implémenté le SDK des autres cloud providers également. En natif. Et ça, c'est en natif. Et ça, c'est vraiment... donc, par rapport à ta précédente question aussi, c'est un des conseils qu'on peut donner, c'est qu'il y a déjà beaucoup de bonnes pratiques qui sont implémentées en fait dans les SDK qui sont donnés par les cloud providers. Donc ça évite pas mal d'erreurs en termes d'optimisation, de performance, gestion des retries, etc. Donc on a fait la même chose sur les autres cloud providers. Et après, en effet, il faut faire des campagnes de test en fait pour vérifier que les performances attendues sont bien là. Et c'est pas forcément le cas sur tous les clouds. Donc, même si on a la volonté de vouloir être présent sur tous les clouds, toutes nos solutions pourront peut-être pas être entièrement présentes, ou en tout cas, on ne pourra pas atteindre le même niveau de performance sur l'ensemble des clouds, parce que tous les clouds n'ont pas le même niveau de maturité. Ça ressemble à quoi un nouveau projet? Imaginez que je sois votre futur plus gros client et je viens avec le cloud XYZ dont vous avez jamais entendu parler. Comment vous gérez techniquement ce genre de projet de découverte et puis d'implémentation? On commence à être rodé maintenant. Donc en fait, on s'est fait une checklist qu'on se partage dans l'équipe où on regarde effectivement les différents points où il faut faire attention. Donc ça va être effectivement les services Kubernetes, est-ce qu'il y a un service managé ou pas, le côté réseau, est-ce qu'il y a des load balancers, comment sont gérés l'exposition des services Kubernetes, le côté stockage objet, c'est quand on en a besoin. Donc comme disait Jules, c'est pas tous nos use cases qui ont besoin du stockage objet non plus, mais c'est toutes ces questions-là en fait, le côté comment est géré un VPC, est-ce qu'il y a des availability zones, des régions. Donc on regarde, on a vraiment toute notre checklist qu'on déroule pour voir un petit peu le niveau de maturité du cloud provider. Des fois on a des bonnes surprises, des fois on en a des un peu moins bonnes.
Donc on essaie de regarder. Et donc, si jamais il y a des choses qui sont assez bloquantes pour notre solution, c'est là où on se dit, bon, OK, comment est-ce qu'on fait un workaround pour que notre solution, elle puisse être déployable sans problème de performance sur ce cloud provider. Et puis vous remontez vos découvertes aux équipes R&D, aux équipes de développement aussi, parce que oui, forcément, ouais. souvent, enfin, vous faites cette phase d'exploration ensemble alors? En fait, ouais, on essaie de le faire un petit peu en amont parce qu'ils ont déjà tellement de choses à faire en fonctionnalité média. Enfin, chez nous, les développeurs, ils sont très dans les fonctionnalités, les features médias des produits pour améliorer les produits en permanence. Donc, on les laisse avancer là-dessus. Et nous, on regarde un peu ces fonctionnalités-là. On échange beaucoup avec l'équipe d'architectes R&D pour voir un petit peu justement les points sur lesquels il va falloir qu'on fasse des contournements, des workarounds. Et après, si ça impacte le produit, effectivement, c'est là où on les implique. Mais on les implique pas trop tôt pour qu'ils aient le temps d'avancer sur les fonctions sur le business d'abord, avant la technologie. Exactement. Et c'est bien normal. Je me posais une question, et c'est plutôt à eux que je devrais leur poser la question qu'à vous. Mais ça veut dire qu'ils ont plusieurs codes base aussi, avec différentes versions de l'application suivant qu'il faille la déployer sur X, Y ou Z, sur AWS, Google ou Azure, pour prendre que ces trois-là. Alors, on a une seule version de nos applications, mais après, au niveau des conteneurs, il y a différentes parties du code en fait qui vont appeler soit les API d'AWS, d'Azure ou de GCP. Du fait qu'on a une interaction finalement qui est des fois assez limitée quand même avec l'environnement du cloud, on se disait que ça se limitait soit à la partie stockage objet ou alors à quelques récupérations d'informations autour des instances de compute, etc. On n'a pas le besoin d'avoir vraiment trois applications séparées si on parle d'une version AWS, une version GCP et une version Azure. Donc on arrive quand même à garder quelque chose qui est voilà, uniforme, une seule application et avec un versionning donc, qui est commun pour l'ensemble des clouds. Ça prend combien de temps? Question bateau. La réponse c'est ça dépend, je sais. Mais globalement, si on vous présente un projet qui a pas trop de modifications à faire, finalement c'est assez standard. Imaginons qu'il y a un quatrième grand après Google, Microsoft, AWS qui débarque avec des fonctionnalités relativement similaires. On parle en semaines, en mois, en années? On parle plutôt en mois. Après, tout dépend du niveau de support en fait qu'on va vouloir avoir de ce cloud provider. Parce que même si on dit qu'on en fait 4, 5, 6, on n'a pas forcément le même niveau de support sur l'ensemble de ces clouds. Parce qu'aujourd'hui, par exemple, AWS est le cloud qui est sans doute le mieux supporté chez nous, parce qu'on a tout simplement le plus de clients sur ce cloud-là. Et votre SaaS tourne sur AWS aussi, si je ne me trompe pas. C'est ça, exactement, notre offre ATM+. Ouais. Donc on a vraiment voilà une expérience depuis très longtemps. Énormément de tests ont été faits sur AWS. Donc après voilà, c'est une vraie discussion entre les équipes du projet, les équipes de la stratégie, les équipes de développement, voir quel effort en fait on va mettre dans le support de ce cloud provider. Au niveau de la solution aussi qui va être déployée durant ce projet, quel est le niveau d'exigence en fait du point de vue solution? Est-ce que la solution a des besoins en performance qui sont très importants et du coup ça va demander des études approfondies et peut-être un peu plus de temps avant d'avoir et de mettre en fait un tampon en disant que le cloud est approuvé. Donc voilà, il y a tous ces paramètres à prendre en compte avant de pouvoir se lancer dans la certification d'un cloud provider et l'implémentation d'un cloud provider. Donc, mais l'ordre de grandeur, c'est quelques mois. Alors j'ai plein de questions, je suis très curieux au fait, et c'est la première fois que j'ai en face de moi des gens qui ont déployé des applications sur Huawei Cloud, Alibaba, même Oracle, qui est moins exotique on va dire, sans même parler d'Akamai. Est-ce qu'il y a, et de nouveau sans citer personne ou quoi, est-ce qu'il y a des grosses différences de prix aussi pour les clients? Est-ce que il y en a un qui est 3 fois plus cher que l'autre? De nouveau, je veux pas citer de nom, mais avoir des ordres de grandeur. Oui, je pense que c'est aussi pour ça qu'il y a autant de diversité chez nos clients. Donc, on parlait de la spécificité, le réseau chez nous. Enfin, finalement, les coûts d'égresse sont très très importants parce qu'on va streamer des milliers de vidéos en même temps. Donc oui, il y a des cloud providers qui jouent effectivement sur ce point-là où ils réduisent les coûts d'égresse. Bon, avec d'autres contreparties, hein, c'est jamais tout blanc ou tout noir non plus. Mais oui, donc c'est pour ça qu'il y a autant de diversité de cloud providers dans nos clients. Ouais.
C'est pas que l'historique, c'est aussi aller chercher la meilleure feature ou le meilleur prix à un moment donné, en tout cas, pour ce cas d'utilisation qui est très spécial, qui est enregistrer ou stocker de la vidéo à grande échelle et streamer de la vidéo à très grande échelle. Qu'est-ce que vous avez appris en plusieurs années de déploiement multi-cloud maintenant, si vous deviez repartir à zéro avec la connaissance que vous avez maintenant, mais repartir quelques années en arrière? Je pense qu'on essaierait peut-être pas de commencer avec quelque chose qui soit cloud agnostique. On irait peut-être directement dans le vif de chacun des cloud providers pour avoir une architecture optimisée. Mais en même temps, cette étape, elle a été importante pour qu'on se rende compte des limites de vouloir faire quelque chose qui passait sur tous les cloud providers. Donc, oui, ça serait d'aller plus vite dans la bonne direction, mais en même temps, c'est vrai que c'est quand on se prend les pieds dans le tapis qu'on apprend. Donc, je pense que ça a été utile quand même. Est-ce qu'il n'y a pas une tentation au niveau de l'architecture ou au niveau des développeurs, en tout cas des personnes plus techniques, moi je parle pas métier, mais vraiment sur la technique de développement, d'aller plus loin, en tout cas pour les cloud providers qui représentent, je sais pas moi, 80% de vos clients. Je connais pas vos chiffres, mais je suppose qu'AWS, Google, Azure, voilà, avec ça, on a l'immense majorité de vos clients. Est-ce que pour ces trois-là, ça vaudrait pas la peine d'aller un peu plus loin parfois pour avoir plus de performance, pour avoir plus de flexibilité, d'agilité, pour réduire les coûts? Le premier exemple qui me vient en tête, c'est Lambda. Il peut y avoir maintenant avec du Generative AI aussi des tas de spécificités d'un cloud ou l'autre. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que vous voyez ces demandes? Comment vous les gérez? Est-ce que c'est quelque chose que vous allez envisager pour le futur? En fait, tout à l'heure, on parlait de faire une architecture de référence par cloud provider. Ben, ça fait partie justement de ces spécificités-là. C'est pour creuser avec les cloud providers qui le proposent des choses un peu plus avancées. Donc, on est complètement dans cette démarche-là de se dire oui, on veut optimiser. On fait très attention aux coûts depuis pas mal de temps, si ce n'est depuis toujours. Mais on est fait très attention au FinOps, d'être sûr que nos architectures elles soient bien cost-effectives. Donc le côté coût, je pense qu'on fait attention, peu importe le cloud provider. Le côté effectivement de creuser, d'aller optimiser encore un peu plus, d'aller chercher plus de performance, finalement c'est un petit peu ce qu'on fait déjà avec les différents cloud providers. Jules parlait des campagnes de tests qu'on lançait pour justement mesurer ses performances. Et qu'on parlait d'optimisation de tout à l'heure de S3, c'est aussi dans ces contextes-là qu'on est allé chercher ces optimisations qu'on n'aurait peut-être pas eu besoin de faire à moindre échelle sur un projet plus petit, par exemple. Et je pensais à quelque chose de plus fondamental qui nécessite de changer même l'architecture ou le code de l'application. Je prends un exemple hypothétique comme ça. J'imagine que vous avez à un certain moment des workflows ou des orchestrateurs d'état. Voilà, il y a Step Function qui est là sur AWS, mais ça implique de réécrire une bonne partie de l'application avec une réécriture qui ne sera que spécifique à AWS parce qu'il n'y a peut-être pas la même fonctionnalité ailleurs. Est-ce que les équipes R&D sont prêtes à aller dans ce genre de changement, d'optimisation, je dirais? Ça fait partie des discussions qu'on peut avoir en interne parce que comme disait Christelle, on est en train de créer des architectures qui sont spécifiques à chacun des clouds et du coup maintenant qu'on a très bien optimisé le compute, de plus en plus optimisé le network, etc. Ça sera en effet peut-être dans les prochaines étapes. Après, si on part dans cette direction-là, ça va demander d'autant plus de former les équipes et le challenge humain sera vraiment décuplé parce que là, ça demandera vraiment un travail beaucoup plus poussé et qui aura un impact beaucoup plus important sur nos applications. Donc, c'est sûrement quelque chose vers lequel on va tendre à moyen ou long terme parce que si on veut optimiser et encore diminuer nos coûts, ça sera la seule façon d'y arriver. Et on-prem dans tout ça? On continue on-prem quand même. Oui, ce qu'il faut voir, c'est quoi une bonne partie de nos clients, c'est des telcos, donc des opérateurs télécoms qui ont des data centers. Certains ne sont pas connectés à Internet, certains le sont, heureusement. Oui, donc ouais, nous, on est encore dans cette phase-là où c'est vrai qu'on jongle un petit peu avec tout. Et on-prem, du coup, nous, on a notre fameuse couche d'abstraction qui est Kubernetes. Donc on s'occupe aussi de l'infra on-prem, même si c'est un peu plus industrialisé chez nous. Donc, c'est plus éprouvé parce que ça fait plus longtemps qu'on en fait. Mais c'est aussi des sujets
qui sont intéressants de se dire, on-prem, l'optimisation, elle est différente parce que là, c'est nous qui amenons la couche Kubernetes finalement. Oui, c'est ça, c'est vous qui déployez le Kubernetes aussi, mais du coup, il y a des services qui n'existent pas on-prem, load balancer, enfin si ça existe, mais il faut installer une boîte checkpoint ou un truc comme ça. Exactement, mais on n'utilise pas les services de la même manière du coup, le service Kubernetes j'entends. Donc effectivement, dans le cloud, on va utiliser un load balancer ou on va éviter d'utiliser un load balancer pour réduire nos coûts. Et on-prem, on va pas utiliser du tout le type de service load balancer, on va être plus sur du NodePort ou des choses comme ça. Tu parles telco et tout d'un coup, je ne sais pas pourquoi, j'ai une association d'idées dans mon esprit. Quid des grands chantiers, genre migration vers IPv6 ou des choses comme ça. C'est des sujets qui doivent arriver sur votre table aussi et qui doivent se gérer de façon extrêmement différente d'un provider à l'autre. En effet, c'est un sujet qui revient de plus en plus, surtout lorsqu'on parle d'architecture hybride et qu'en fait on veut gérer des problèmes par exemple d'overlap IP ou des choses comme ça. Pour l'instant, c'est pas quelque chose qui s'est réellement traduit dans un projet, mais voilà, on entend ça de plus en plus. On voit aussi que du côté des différents cloud providers, de plus en plus de services sont compatibles IPv6. Donc on va sûrement y arriver, mais c'est pas encore quelque chose qui est une réalité, en tout cas pour nos clients et dans les projets qu'on déploie. Et alors, il y a quelque chose d'autre que vous avez dit, je sais plus si c'est toi, Chris, ou toi, Jules. Vous avez parlé de certains clients qui déploient sur 2 cloud providers. Donc là, je sais pas s'il y a une dose de masochisme là-dessus. Mais pour vraiment s'assurer la disponibilité maximum au cas où il y aurait d'un côté ou de l'autre un événement impactant. Quelles sont les spécificités de ces aspects déploiement multi-cloud provider? Parce que je suppose que chaque déploiement est finalement comme le déploiement sur ce cloud provider-là pour un autre client, mais arriver à les mettre ensemble, il y a encore une couche de load balancing, de monitoring, de failover devant. Oui, souvent c'est assez indépendant. En fait, ils voient ça plus comme de la redondance. Alors, c'est pas que pour de la dispo, c'est aussi pour avoir 2 cloud providers à challenger sur les prix. Une bonne stratégie aussi de négociation. Voilà. Et le fait d'avoir finalement nos solutions qui sont compatibles, supportées sur plusieurs cloud providers, c'est vrai que ça nous donne un peu cet avantage-là, et ce qui est plus pratique parce que quand le client commence sur un cloud provider, puis il a eu obtenu un meilleur prix ou un meilleur EDP sur un autre cloud provider, il va migrer son infra, puis ça risque de changer un peu. Donc c'est bien qu'on supporte plusieurs cloud providers, effectivement. Alors comment ça se passe au niveau de l'architecture? Donc oui, comme tu disais, souvent c'est des trucs complètement isolés. Donc dans les médias, ils aiment bien avoir une chaîne principale et une chaîne de redondance. Donc on va déployer une chaîne principale dans un cloud provider, une deuxième dans une autre. Dans un autre, c'est un petit peu comme si on faisait finalement 2 chaînes dans 2 AZ ou dans 2 rayons différents. Et la couche de load balancing, souvent, elle est faite par le CDN, qui n'est pas forcément le CDN du cloud provider. Ça dépend. Souvent, il y a un bout de cloud front, et après, si on parle d'un telco, ça va revenir on-prem avec un CDN on-prem pour être au plus près de leurs abonnés. Ouais, c'est quelque chose dont on parlait, je sais plus dans quel épisode, avec TF1 et la Coupe du Monde de football, qui expliquait qu'ils utilisaient même plusieurs CDN sur une même source. Je suppose que ce sont des architectures que vous voyez régulièrement passer, puisque vous êtes dans le même monde, dans le monde des médias aussi. C'est ce qui explique pourquoi on a parlé d'Akamai aussi pendant cet épisode. J'ai posé la question tout de suite sur IPv6, qui est probablement un des chantiers du futur. Nos clients et vos clients aussi, ils ont tendance à demander une informatique de plus en plus verte, qui consomme moins d'énergie pour en avoir plus. Chez AWS, c'est Graviton. Je suppose que nos concurrents, en tout cas Microsoft et Google, ont des solutions équivalentes sur ARM. C'est également un chantier qui est sur votre table pour le moment, ou est-ce qu'il est déjà adopté et déjà déployé? Oui, alors en fait, je crois qu'on a annoncé ça à notre gros événement média qui était au mois de septembre à Amsterdam. On a commencé depuis quelques mois, si ce n'est années, le développement finalement de notre encodeur qui est très très bas niveau sur ARM. Et on a fait déjà des premiers tests sur Graviton qui sont plutôt intéressants. Donc on attend de pouvoir communiquer les chiffres, mais oui, c'est très prometteur, donc ça va nous permettre effectivement de réduire la consommation d'énergie, d'optimiser aussi un petit peu les coûts. Donc c'est une pierre deux coups.
Et ça implique les équipes de développement, justement, parce que si vous C'est avez un encodeur surtout qui les est bas équipes de niveau, développement. Ouais. c'est eux qui doivent optimiser leur code et le recompiler et le tester. Mais vous, en matière de déploiement, il n'y aura pas énormément de différence. En Terraform, c'est une ligne de code à changer, non? La seule différence finalement, ça va être l'apparition dans notre groupe, par exemple si on parle de Kubernetes, d'apparition d'instances en fait avec des architectures différentes. Parce que le but, donc à la fois pour le processing, mais aussi pour tous les autres pods qui sont pas forcément des pods de processing, c'est d'utiliser des différentes architectures pour pouvoir avoir plus d'instances spot, par exemple, ou voilà des stratégies de déploiement comme ça. Donc ça aura quand même un impact de notre côté mineur parce qu'on n'a pas participé au développement, on n'a pas écrit les lignes de code, mais en tout cas c'est une nouvelle variable à prendre en compte et quelque chose qui va être intéressant à démontrer aux clients parce qu'en effet ils vont voir des améliorations au niveau performance, au niveau coût et par la suite donc consommation d'énergie. Donc beaucoup d'avantages à utiliser des processeurs ARM. Oui, c'est la promesse de Graviton, en tout cas sur AWS, c'est 30 à 40% d'amélioration du ratio coût-performance par rapport à une architecture x64 équivalente. Si vous, qui nous écoutez, vous souhaitez en connaître plus sur Graviton et les challenges ou l'absence de challenge parfois pour porter vos applications sur Graviton, rendez-vous dans l'épisode 268 qui sera en fin d'année, le 13 décembre, après reInvent, où j'aurai le plaisir d'accueillir un de nos spécialistes Graviton, un solution architect au niveau mondial qui s'appelle Arthur Petitpierre, qui est francophone, que vous connaissez peut-être, Chris et Jules, qui s'est exilé à Seattle il y a quelques années et qui va nous expliquer les avantages pour les développeurs et les challenges pour porter sur Graviton. En général, il n'y en a pas, sauf dans votre cas, comme vous le dites, quand on fait des choses bas niveau, des encodeurs qui travaillent sur les bits et les bytes, qui essayent d'aller tirer parti des derniers cycles de CPU qu'on peut avoir ou d'instructions spéciales de processeurs. Et lui, il a plein d'histoires comme ça, parce que comme il est architecte Graviton ARM, tous les cas tordus remontent sur lui, et donc il a plein d'histoires assez passionnantes. Merci Chris et Jules d'avoir parlé de ces challenges avec lesquels vous vivez, c'est votre quotidien, et finalement c'est assez rare dans le monde des clients AWS, et c'est dû à votre métier de fournir ces solutions à déployer sur les clouds tels que vos clients les choisissent, et donc de devoir connaître et faire avec les différences entre les différents providers, mais ça vous donne une richesse et une expérience qui est assez rare dans le métier également. Je me posais la question, quand vous avez des problèmes, vous allez où? Parce que si un développeur d'application mobile a un problème, il va sur Stack Overflow, il y a 15 000 autres personnes, il y a 1 million d'autres personnes qui développent des applications iOS, mais déployer la même appli sur Akamai, Oracle, Azure, il n'y a pas 15 000 boîtes dans le monde qui font ça. Vous allez chercher de l'aide où? Eh ben, on va chercher de l'aide dans le cloud provider dans lequel on a des problèmes. Mais vous êtes en train de construire une compétence qui est relativement unique sur le marché. Seuls certains éditeurs de logiciels ont ces challenges-là. Et c'était très intéressant d'en parler avec vous. Merci d'être resté jusqu'au bout dans le podcast AWS en français. Rendez-vous la semaine prochaine pour un What's New, quoi de neuf des 2 dernières semaines. Ça sera vendredi matin dans toutes vos bonnes applications de podcast. Mais d'ici là, quoi que vous codiez, codez-le bien.